Bien. Alors, mon sujet dans cette petite note de synthèse, c'est de préciser ce que c'est que la démocratie socialiste. Terme curieux qui apparaît pour la première fois à ce niveau-là, je veux dire au niveau des discours de Xi Jinping, au niveau des discours du président de la République chinoise, à l'automne 2014. Je crois que c'est là qu'on peut dater véritablement la naissance de ce concept au plus haut niveau de l'État en Chine. Avant, on parlait bien de démocratie ici et là, même Mao employait bien le terme de démocratie pour qualifier sa pratique accessoirement, hein, de manière assez marginale. Xi Jinping n'en parle pas dans le premier tome de la gouvernance de la Chine, qui rassemble les discours qui ont été tenus entre fin 2012 et l'été 2014. Il n'y a pas de chapitre, hein, vous remarquerez qu'il n'y a pas de chapitre consacré à cette question de la démocratie, il n'y a pas de chapitre dédié, il n'y a pas de mise en valeur de ce thème très particulier qui semble, si vous voulez, être jusque-là une espèce de privilège occidental, une espèce de monopole du concept, du monopole occidental sur le concept de démocratie. Très intéressant de voir dans le courant de l'année 2013 cette vidéo d'un Chinois, une vidéo assez brillante d'un Chinois qui s'appelle Eric X Lee. Que vous pouvez trouver évidemment sur YouTube et qui s'intitule L'histoire des deux systèmes politiques. Eh bien, il oppose le système politique chinois à la démocratie, et la démocratie c'est toujours la démocratie électorale, hein. Et là on est en 2013. Non, il y a eu vraiment une inflexion très forte dans le vocabulaire, très forte, rapide, significative, au plus haut sommet de l'État, puisque en 2014, je dirais pour être très exact, c'est dans les discours du 5 septembre et du 21 septembre 2014, c'est dans ces deux discours que je dirais, le concept de démocratie prend toute sa place, et le concept de démocratie socialiste défini comme démocratie consultative, hein. Donc on va avoir une définition en règle très précise d'une cohérence remarquable, mais voilà. Bon, d'abord pour cette question de datation, hein, d'origine historique, je crois que là il y a un tournant. Il y a un tournant. Désormais, le débat, en tout cas donc, dans le cadre de la doctrine Xi telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, on est en 2020, le débat n'est plus entre une politique ou un régime socialiste et la démocratie, sous-entendu les démocraties occidentales, libérales, électorales, représentatives, quel que soit le qualificatif qu'on va mettre derrière. Il faudra mettre des qualificatifs, parce que désormais, le socialisme à la chinoise prétend être lui aussi une forme de démocratie, une forme originale de démocratie. Alors, je me suis amusé à écrire à quelques professeurs de droit constitutionnel, certains ne m'ont pas répondu, d'autres m'ont dit qu'ils n'avaient pas sur leur site de rubrique dédiée ou consacrée à ce concept, à la définition de ce concept de démocratie consultative, parce que pour eux, ils ne connaissent pas, ça n'a pas de sens. Alors, ça pouvait être compréhensible, évidemment. La Chine va très vite, hein, donc je comprends qu'on puisse être pris un petit peu de court, de vitesse. Enfin, ça fait donc maintenant 6 ans, hein, de septembre 2014 à l'été 2020, ça fait maintenant 6 ans environ que ce concept est en place, et donc il est important de corriger cette lacune pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en Chine.
Voilà, ce concept, il est développé au chapitre 8 du tome, donc tout le chapitre, hein. Vous avez 5 discours développés qui sont consignés dans le deuxième tome de la gouvernance de la Chine, qui définit cette démocratie consultative. Alors, vous voyez que cette démocratie socialiste, c'est évidemment pas la social-démocratie, hein, à la Mitterrand ou à la Hollande. C'est pas non plus la démocratie représentative. J'en reparlerai, on fera des comparaisons plus précises avec ce modèle démocratique et la démocratie représentative. Bon, on a là une forme originale de démocratie que Xi Jinping définit. Alors je vais vous donner quelques éléments pour essayer de la saisir, de la cerner. Alors, on est dans le cadre de la constitution de 1982, de la constitution chinoise de 1982, qui contient cette formule, hein, Yi Jie Quan Li, Shao Yu Renmin, tout le pouvoir appartient au peuple. Hein. Tout le pouvoir appartient au peuple. Je le dis en passant, j'y reviendrai, ce sera la fin de ma vidéo sur cette question de savoir à qui appartient le peuple et comment, à qui appartient le pouvoir, pardon, et comment est-ce qu'on s'assure qu'il appartient bien au peuple, le pouvoir, et non pas aux partis qui dirigent l'État et la nation. Le but, c'est, dit Xi Jinping, de, je cite, soutenir la maîtrise par le peuple de son propre destin. Voilà, ça c'est le but de cette démocratie socialiste, démocratie consultative, qui ne s'oppose plus à la démocratie électorale. Ce n'est pas un modèle qui tend à ressembler à la démocratie électorale, qui tend à l'imiter, mais qui tend quand même, je le dis en passant, hein, c'est une parenthèse, mais je crois que elle est quand même intéressante. L'élection n'est pas un moyen de légitimation suffisant du pouvoir, mais il est quand même pertinent. Il a quand même sa pertinence, il est quand même reconnu, et je ne vous proposerai qu'un chiffre pour vous montrer que la Chine a tout de même fait des progrès dans cette direction. Alors, non pas pour imiter l'Occident, mais parce que c'est un mode de fonctionnement qui a son intérêt. Entre 2014 et 2015, le système électoral a progressé de 80% en Chine. Mais on est en dessous, en 2015, on est en dessous d'1 million de votants. Bon, pour un peuple d'1,4 milliard d'individus, c'est évidemment très peu. Mais je voulais le souligner qu'en passant, parce que de toute façon, ça reste inessentiel. Le cœur vivant, l'essentiel, c'est quoi alors? Eh bien, le cœur vivant de la démocratie socialiste, qui est une démocratie consultative, eh bien, ce sera la conférence consultative politique du peuple chinois. Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi, en abrégé si vous voulez, Zhengxie. Cette conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, hein, si vous voulez, en abrégé, c'est l'outil qui va permettre d'aller à la rencontre du peuple, d'en prendre le pouls, de sonder son intérêt. C'est une espèce de gigantesque institut de sondage. Et c'est en 2014 qu'effectivement, Xi Jinping en accentue le rôle et en augmente les pouvoirs. Alors, en augmenter les pouvoirs, ça ne veut pas dire qu'il aurait ou qu'il prendrait un pouvoir législatif. Le pouvoir législatif,
stricto sensu, c'est l'Assemblée populaire nationale, l'APN. Hein. La conférence, la CCPPC, n'a jamais eu qu'un rôle consultatif. Elle prend des avis, elle sonde le peuple, elle propose des lois. Plusieurs dizaines de milliers depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 et même avant. Pour tout vous dire, cette conférence consultative existe depuis 1946, depuis le Front Uni. Mais, alors, son pouvoir avait une fonction relativement, je dirais, relativement marginale, une fois que la République populaire a été instaurée, établie, et c'est en 2014 que un tournant se prend, puisque en fait il s'agit de transférer à la CCPPC le rôle ou les fonctions qui étaient remplies par des ONG. Je pense notamment à une ONG qui s'appelle Pew Research Center. Le Pew Research Center, c'est un immense organisme indépendant, mais tout de même américain. Hein. Vous comprenez pourquoi ça devait finir par poser problème au cœur d'une doctrine comme celle de Xi Jinping et de Wang Huning, qui est une doctrine de la souveraineté nationale. Hein. Voilà. Donc, accentuation du rôle de la CCPPC avec cette exigence de répondre, d'entendre les besoins du peuple et d'y répondre. Je crois que ce sont les deux verbes importants, les deux verbes les plus importants qui servent à définir la démocratie consultative. Et ce verbe répondre, entendre et répondre, être en résonance, vous voyez, ça nous parle de la philosophie traditionnelle chinoise. C'est la raison pour laquelle Xi Jinping définit la démocratie consultative en se référant au Guanzi, au texte essentiel de la tradition légiste qui s'appelle le Guanzi. Un texte écrit sous la période des royaumes combattants, donc il y a environ 2500 ans d'ici, mais ce capital philosophique, vous savez qu'il a ressuscité dans le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Et Xi Jinping cite Guanzi dans ces textes mêmes où il définit la démocratie consultative, en disant 政治所行在圣明性，政治所非在匿名性。En français, un pouvoir qui répond aux aspirations du peuple devient puissant, tandis qu'un pouvoir qui va contre les aspirations du peuple s'affaiblit. Donc, vous entendez que le verbe important ici, c'est shen, qui veut dire suivre, épouser, on a traduit ici par répondre. Répondre après avoir écouté, répondre à des besoins qu'on a entendus, et entendre des besoins pour y répondre. C'est cette dialectique de l'écoute et de la réponse qui est en jeu dans ce verbe, qui est en jeu dans la définition de la démocratie consultative. Cette dialectique, c'est la dialectique de l'empathie et de la bienveillance. Par l'empathie, je me mets à la place de l'autre, par la bienveillance, je lui fais du bien. Bienveillance, ça veut dire veiller à faire du bien. C'est ça, le sens philosophique, donc ensourcé dans la tradition légiste, qui brille, je dirais, dans la doctrine
chinoise de la démocratie consultative et qui s'exprime aussi bien par ce qu'on appelle dans le jargon chinois les lignes de masse, Qunzhong Luxian. Qunzhong Luxian, c'est ça, hein, c'est cette exigence de vibration, hein, de vibrer à l'unisson avec le peuple, en saisir les intérêts fondamentaux. Cette formule revient très souvent sous la plume de Xi Jinping. 最广大人民的根本利益，最广大人民的根本利益, saisir les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois. De la grande majorité du peuple. C'est ça, le travail d'écoute, le travail spirituel, donc. Hein, vous voyez, être fonctionnaire, c'est pas simplement exécuter des tâches administratives, mais il y a là une espèce de spiritualité du service public qui s'enracine dans une relecture des classiques, en l'occurrence pour le moment les classiques légistes. Je reparlerai de Confucius et d'autres auteurs une prochaine fois, mais ici c'est une référence très nette, explicite, hein, c'est pas moi qui la rapporte à l'explication de la démocratie consultative pour embellir le concept. C'est Xi Jinping lui-même qui donne ses références et ses citations dans ses discours officiels, vous voyez. Ce qui leur donne évidemment une hauteur et une profondeur, parce que la cohérence philosophique de ces concepts, de ces citations est strictement rigoureuse. Elle est travaillée, et vous savez que le numéro 5 du PCC, Wang Huning, est un philosophe nommé du jour au lendemain, à ce niveau-là de la hiérarchie, pour veiller à cette cohérence doctrinale profonde. Je n'aurai de cesse de le rappeler que le socialisme à la chinoise, c'est la réalisation pratique d'un programme philosophique. Voilà, c'est pas du pilotage administratif ou politico-politicien à vue. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Alors vous me direz, oui, mais tout ça c'est bien beau, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est peut-être que du discours, et qu'est-ce qui nous assure que le parti est réellement à l'écoute de ce peuple? Qu'est-ce qui nous assure que ce discours n'est pas une espèce de formalisme vide, de protocole creux? Xi Jinping lui-même pose la question. Hein. Xi Jinping pose le problème, il ne faut pas que ce projet d'un parti à l'écoute du peuple, hein, qui vibre avec lui, qui est à l'unisson avec lui, il ne faut pas que ce projet reste un mot en l'air. Hein. Ce qu'il appelle, en citant Wang Fuzhi, un mot qui tombe du ciel, hein, d'une manière un petit peu péjorative, comme ça. Il cite Wang Fuzhi qui dit « Ming fai jian zao » Bi cong qi shi. Un nom ne tombe pas du ciel, mais se base sur une réalité. Voilà. Il faut que ce projet corresponde à une réalité effective. Alors, le moyen de faire en sorte que ce projet correspondent à une réalité effective et ne se perdent pas, je dirais, dans les limbes de la corruption, eh bien, c'est de renforcer ce qu'on appellerait dans notre vocabulaire occidental le mandat impératif, de renforcer ce qu'on appellera dans le vocabulaire chinois la cage institutionnelle. Zhedu de Longzi, c'est la cage institutionnelle. Il y a des textes, j'en reparlerai de cette question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale puisque vous savez que l'article 27 de notre Constitution de 58 interdit le mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Il y a et c'est explicitement inscrit dans
dans la Constitution, donc au sommet des normes juridiques, on touche là à quelque chose de vraiment essentiel. En Chine, non seulement le mandat impératif n'est pas nul, mais il a été renforcé. Et s'il y a un progrès de la dictature en Chine, c'est un progrès de la dictature du peuple, c'est-à-dire un progrès des moyens par lesquels le peuple peut s'assurer que le parti exerce vraiment le pouvoir dans l'intérêt du peuple. Ça, c'est fondamental de le comprendre et d'entendre que c'est ce que Xi Jinping a réellement fait, à la fois en théorie et en pratique en luttant contre la corruption et donc en renforçant les moyens de tenir le pouvoir du parti dans la cage institutionnelle. Ce n'est pas, en Chine, la Chine n'est pas une dictature dans laquelle le peuple serait tenu en cage par un parti qui aurait les clés. La Chine est un pays dans lequel les fonctionnaires sont dans une cage institutionnelle dont le peuple tient la clé. Voilà. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des petits malins, il y a de la corruption, bien sûr, le système n'est pas parfait, ne fonctionne pas parfaitement, mais la doctrine, par contre, est très claire, et il va, nous dit Xi Jinping, il va falloir clarifier cette doctrine, et c'est ce qu'il fait, et il va falloir veiller à son application stricte. Donc il y a effectivement un durcissement, si vous voulez, une rigueur accentuée, une rigueur disciplinaire accrue dans la doctrine du rêve chinois. Et ce, afin de mieux garantir la mission à laquelle le parti s'est engagé. Cette cage institutionnelle, c'est la garantie institutionnelle du service que le parti entend rendre au peuple. Et c'est, si vous comprenez bien, une condition de la confiance. On en reparlera, parce que cette notion de confiance, Xing, vous l'entendez si vous avez un petit peu lu Confucius, c'est le concept fondateur de toute la politique. Toute la politique repose, pour Confucius, sur la confiance. On en reparlera, c'est une notion absolument centrale, c'est une condition de la solidarité. S'il y a confiance, il y a solidarité. S'il y a confiance, on aura envie de s'entraider et éventuellement même de se sacrifier les uns pour les autres. C'est une condition, in fine, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, de l'harmonie, de l'unité qui est recherchée, et qui est le but ultime de cette démocratie socialiste. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que, en début de synthèse, que tout le pouvoir appartient au peuple, et vous voyez que le renforcement de cette cage institutionnelle, c'est-à-dire du mandat impératif, est le moyen par lequel Xi Jinping, dans le cadre du concept de démocratie consultative, entend, c'est le moyen par lequel Xi Jinping entend renforcer l'effectivité de la mission du parti. Bienvenue à tous ceux qui veulent me rejoindre sur cette chaîne. Il ne s'agit pas de polémiquer, ni de militer pour l'importation en France ou en Europe d'un modèle chinois qui n'a pas vocation à s'exporter. Alors, les idées peuvent circuler et j'espère qu'elles vont nous faire réfléchir. Moi, j'essaie de réfléchir, mais il ne s'agit pas de militer pour la mise en place en France ou en Europe ou que sais-je ailleurs d'un modèle chinois. Pas d'hégémonisme plus ou moins caché. Mais par contre, un grand besoin de réfléchir à ce que c'est que la démocratie et à ce que c'est que le socialisme. Donc, je vous retrouve
très très vite pour la suite de ces réflexions sur la Chine en question. Bonne soirée ou bonne journée à tous, à très bientôt.